Alors, il y a beaucoup de personnages qui sont en fait des personnages qui ont réellement existé, mais qui sont transposés ailleurs, notamment, je pense là brutalement à Violette Maurice, qui a été une grande athlète dans les années 1920 en France, une grande athlète française, et qu'on a surnommée, parce qu'elle a travaillé avec l'occupant nazi à Paris, mais essentiellement à Paris. Là, on la voit à Bruxelles. Je ne sais pas si elle est allée à Bruxelles, mais on la voit à Bruxelles. Elle travaille à Bruxelles, elle travaille essentiellement à Paris. On l'a appelée la hyène de la Gestapo. Et cette femme je veux dire, qui travaillait beaucoup aussi avec les bas-fonds, oui, le monde des voyous à Paris, on la retrouve ici, mais comme beaucoup d'autres. Hein. Je parlais des références à Hergé. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est une scène de discussion entre Jean Doisy, le commandant Jean Doisy, de la résistance belge, avec un certain Raymond Leblanc. Il se trouve que les deux ont été rédacteurs en chef de périodiques. Mais là c'est des clins d'œil, hein, mais quand même, quoi. L'un a été rédacteur en chef de Spirou, il y a fort longtemps, et l'autre, bien sûr, a été fondateur enfin pas rédacteur en chef, mais fondateur du journal Tintin. L'important, c'est qu'aucune de ces références n'est gratuite. Tout a son sens. Donc, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que, effectivement, Jean Doisy et Raymond Leblanc, tous les deux résistants, ont très bien pu se rencontrer et commencer à discuter du fait que Hergé était un collaborateur ou était plutôt quelqu'un qui permettait aux petits Belges de continuer à rire en lisant Tintin dans Le Soir volé. Donc, je pense que c'est ça qui est très très fort, c'est que tout est réfléchi, rien n'est gratuit. Et j'allais dire que vous êtes moins moralisateur, entre guillemets, hein, je prends des gants aussi, que Émile Bravon avec son journal d'un âge génu. Vous jouez beaucoup plus pour cette même période, hein, pratiquement, vous jouez beaucoup plus avec des personnages. Oui, parce qu'en fait, justement, c'est tout le problème de l'engagement. Là, il y avait la pub que vous avez fait avec la bande-annonce, là, engagez-vous dès le 7 mai pour acheter le bouquin et tout. C'est pas con, parce qu'en fait, c'est exactement ça, c'est savoir si on s'engage ou pas. Et voilà, bien malin serait celui qui pourrait répondre maintenant pour un conflit ou quelque chose du futur. Alors, je terminerai sur ces histoires de référence, parce que c'est difficile de traiter d'un album scénarisé par Yann et puis en plus dessiné par Olivier, parce que Olivier, tu rajoutes beaucoup aussi, toi, de clin d'œil, avec une scène que j'ai adoré lire, relire et relire, c'est la scène du marché aux puces, page 29. Prenez dans votre livre, page 29, la grande case, et vous y verrez notamment, alors là, une flopée de personnages. De personnages à la fois de bande dessinée, on y voit Bob Fish, le jeune Albert très jeune dans un endroit. Très jeune. Voilà, Quick et Fluke. On y voit certains personnages de la série de Bob et Bobette, Swisk and Whisk en flamand. On y voit aussi, surtout, je dirais, on y voit trois personnages qui sont en train d'éplucher un livre de Gaston Leroux qui s'appelle L'épouse du soleil. Alors, sur la gauche, il y a donc Jacobs, au centre, Van Melkebeek, et puis tout à droite, Hergé qui prend des notes. Bon, ça, il faut quand même le savoir. Il me semble que c'est... Oui, moi je ne le savais pas. Enfin, je connaissais les choses que j'avais lues dans des bouquins qui parlent d'Hergé, même de Jacobs, mais c'est Yann qui apporte ça, hein, qui me sert ça sur un plateau, qui me dit que... Enfin, j'en avais eu vent, mais je ne connaissais pas le titre du livre de Raymond Leblanc, Gaston Leroux, pardon. L'épouse du soleil, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était le point de départ, hein, de ce bouquin. Du temps. Ouais. Bon, voilà, j'ai dit qu'on arrêtait là-dessus. De quelle manière vous avez travaillé comment ça s'est passé en règle générale? Tu l'as un peu décrit tout à l'heure. Je sais aussi que Yann fait beaucoup de storyboards. Si vous avez acheté le dernier numéro de Casemat, vous verrez aussi, comme ça en filigrane, certains des storyboards. C'est quelque chose qui t'aide, toi, dessinateur, qui t'apporte beaucoup, qui te contraint? En fait, ça me contraint un peu dans le sens où quand je reçois les pages storyboardées, dessinées de Yann, je me dis, bon, d'abord c'est un super dessinateur, et ça les gens ne le savent pas, qu'il n'y a pas encore eu un éditeur assez courageux et assez malin pour les imprimer telles quelles, parce que l'album il tient tout seul avec les planches de Yann. Mais en fait, moi je fais depuis, tu veux dire? Et j'ai pas dit un grand éditeur, ça peut être un petit éditeur, ça peut... Oui, ça peut être quelqu'un qui prend pas trop... C'est un risque, c'est vrai, mais moi je serais un petit éditeur, j'imprimerais directement les refs de Yann, et je pousserais surtout Yann à faire moins de
ça c'est mon avis, hein, à faire plus 8 albums par an ou 10 albums par an, mais en faire un ou deux, mais lui-même tout seul, parce que c'est un génie, et puis voilà. Il dessine super bien, mais seulement il y croit pas. Comme moi je crois pas à mes scénarios, lui il croit pas à ses dessins. C'est parce qu'au-delà d'être scénariste donc de série, ça va de la patrouille des libellules, le yo-yo, le Sucette, etc. Il a commencé avec Conrad dans les pages de Spirou, où ils se sont fait éjecter tous deux d'ailleurs. Il dessinait, Conrad Liane dessinait hein, dans Les Innommables, donc on sait qu'il dessine beaucoup. Il a un peu arrêté cette activité. Non, en fait, lui, il prend son pied à dessiner rapidement des idées qui fusent, c'est-à-dire qu'il a plus d'idées que d'envie graphique à la limite. Ce qu'il dit, moi, pour défendre son point de vue, parce que moi, il y a ce que je pense, mais c'est mon avis, et si j'avais le talent qu'il a, je ferais autre chose, donc c'est ce que je vous ai décrit. Mais lui, il dit qu'il connaît ses limites graphiques, en fait. Bon, voilà. Les limites graphiques, ça veut dire quoi aujourd'hui, quand on voit ce qu'on nous propose dans les rayons de bande dessinée? Tout est possible. Non, bah, attendez, aujourd'hui, on peut dessiner des choses très simples et être lisible. Il n'y a pas de jugement de valeur. N'y voyez pas, pourquoi vous faites comme ça? Vous croyez que j'accuse quelqu'un? Absolument pas. Alors moi, je suis complètement ouvert à tous les styles de dessin et je trouve que chacun a des qualités. Est-ce que vous avez bénéficié d'un... Je rebondis sur une chose, j'avais envie de venir à ça, du feu vert de votre éditeur pour l'ensemble de cette histoire? Ils ont eu carte blanche, on peut le dire comme ça. En disant Laissez que passer. c'est vrai que une fois que j'ai reçu le synopsis de Yann, qui était quand même assez élaboré, j'ai fait quelques remarques et après ça roulait tout seul, parce que tant Yann qu'Olivier sont des grands professionnels. Et je pense que chaque auteur est demandeur d'un certain nombre de contacts, mais c'est très variable. Ça peut être de l'absence totale de contact à des contacts quotidiens. Donc ici, c'est entre les deux. Mais j'ai eu très peu de remarques à faire. Les remarques les plus fréquentes que j'ai faites à Yann, c'était sur les dialogues. Parce qu'au début, il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de bruxellois. Spirou et Fantasio parlaient en bruxellois. Et ça me semblait un peu gênant. Donc là, il a un peu rectifié. Seuls les vrais bruxellois parlent le patois bruxellois. Et on arrive à deviner ce qu'ils disent, mais si on met Spirou, Fantasio et encore d'autres personnes qui parlaient en bruxellois, ça devenait un peu trop. Il y avait aussi l'allemand, enfin, tu sais, le petit nègre allemand. Oui, et tous les Allemands parlaient comme dans la Grande Patrouille, donc c'est pas gênant quand c'est dans un film, quand il faut le lire, c'est très très fatigant. Et vous aviez peut-être imaginé de faire un lexique à la fin pour le bruxellois, pour expliquer par exemple ce qu'est Brol, Castard, Zot, Fourte, Paye. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Uncle Jock, c'est expliqué. Hein. Uncle Jock, c'est WC et ça correspond à Winston Churchill. Mais... Le pari, c'était que les gens comprennent, même sans être bruxellois. Donc, d'ailleurs, on prépare une version bruxelloise qui sortira en fin d'année avec un lexique. Mais ici, un lexique... C'est pas un gag. Non, c'est pas un gag. Non, avec un album, vraiment un bel album. Celui-ci est pas mal, hein, mais... Donc avec plus de pages, avec une plus belle finition, avec plein de croquis, les merveilleux croquis d'Olivier qui a fait des dizaines de projets de couverture. Donc voilà, mais ici c'était un album qui était quand même destiné au marché francophone et pas uniquement des Bruxellois. Avec la même couverture, parce que vous parliez de la couverture, c'est vrai que... Les pages de garde inédites et plein de choses. Il y a une couverture totalement différente pour la version allemande. Hein. Ah oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que cette couverture-là, je l'ai faite en 2007, l'été 2007, parce qu'en fait, je savais que les représentants avaient besoin d'une couverture très vite. Donc c'était l'été, et j'avais pris un calepin en vacances et j'ai ébauché quelques couvertures. Enfin, et c'est la première que j'ai faite, en fait. Et quand je les ai, quelques mois plus tard, proposées à Yann et à Benoît, c'est Yann qui a sauté sur cette couverture. Il me dit, mais c'est ça, arrête tout de suite, arrête-toi tout de suite, te fatigue pas plus, c'est celle-là. Mais moi j'étais frustré parce qu'en fait, comme c'était la première, vous savez, quand on n'a pas poussé plus l'idée,
on se dit, mais peut-être qu'il y en aura une meilleure qui va venir. Et j'étais persuadé qu'il me faudrait des plans supplémentaires, quelque chose avec plus de profondeur de champ pour pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Alors c'est bien qu'il y ait la version bruxelloise parce que je vais faire ça, enfin j'ai fait ça, avec plus de champ. Donc la couverture de la version bruxelloise, qui est aussi la même couverture que la version allemande, est très différente. C'est une super couverture. Et il faut tenir compte aussi de la sensibilité allemande qui fait qu'une croix gammée sur un livre, une bande dessinée, ça reste quand même très très délicat. Et en fait, l'éditeur Carlsen s'est quand même renseigné pour savoir si juridiquement il avait le droit éventuellement de mettre une croix gammée. En fait, il n'y a aucune loi, mais ça reste un sujet tellement sensible qu'on a le même problème avec l'album d'Émile Bravo en allemand, c'est que c'est pas possible de mettre une croix gammée. Alors qu'en France ou en Belgique, ça fait vendre. Donc, plutôt une bonne chose.